messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 20 mai 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, accompagné d'autres dirigeants mondiaux qui s'est rendu mercredi dernier au royaume de Bahreïn pour participer à la 33e session du sommet de la Ligue arabe qui a débuté jeudi à Manama au Bahreïn. Le sommet s'est articulé notamment autour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et des efforts visant à arrêter l'effusion de sang des Palestiniens. Un commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a critiqué Israël d'entraver les efforts pour aboutir à un cessez-le-feu et provoquant l'escalade de la situation en poursuivant ses opérations militaires à Rafah lors de son allocution au sommet arabe de Bahreïn le jeudi 16 mai. Le président a réaffirmé que l'Égypte maintiendrait sa position ferme par les actes et les paroles en refusant de liquider la question palestinienne, de déporter les Palestiniens hors de leur territoire ou de créer des conditions rendant la vie à Gaza impossible. Le président a déploré l'absence de volonté politique internationale pour mettre fin à l'occupation israélienne dans les territoires occupés et traiter les racines du conflit et parvenir à la solution à deux États. Il a enfin réclamé à la communauté internationale de joindre ses efforts pour mettre fin à cette guerre contre les Palestiniens et établir un État indépendant palestinien sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Les dirigeants arabes se sont retrouvés ce jeudi à Manama, à Bahreïn, pour un sommet arabe dominé par la guerre meurtrière d'Israël contre Gaza depuis plus de 7 mois. À l'ouverture du sommet, le Bahreïn a appelé à une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, ainsi qu'à soutenir la pleine reconnaissance de l'État de Palestine et son adhésion aux Nations Unies. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'était rendu à Bahreïn la semaine passée pour prendre part aux travaux du 33e sommet de la Ligue des États arabes qui s'était tenu dans la capitale Manama. La participation du président au dit sommet intervient dans le cadre de l'engagement de l'Égypte et son intérêt à accorder les positions avec les pays arabes afin d'unifier les rangs, d'autant plus que la région traverse une période extrêmement critique au vu des défis majeurs qui s'y imposent. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères pour les Affaires extérieures. Bonjour Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi. Bonjour, Votre Excellence. Allô, je vous entends très mal. Vous m'entendez bien? Allô? Allô? Vous m'entendez bien? Oui, maintenant c'est un peu mieux. Je vous écoute. Très bien. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, et bienvenue. Alors, le sommet arabe a abordé pleinement et en détail les agressions israéliennes dans la bande de Gaza, ainsi que les efforts menés pour désamorcer la crise actuelle. Comment, selon vous, ce sommet pourrait-il contribuer à mettre fin à l'effusion du sang des Palestiniens qui se trouvent dans la bande de Gaza et on peut dire même dans toute la Palestine? Bon, alors, je pense que le premier but du sommet, c'est de montrer une vision unifiée de la part des pays arabes vis-à-vis le conflit ou le génocide qui est en train de prendre place actuellement à la bande de Gaza. Comment est-ce que cela peut contribuer? Je pense que c'est un peu difficile de contribuer à l'arrêt du génocide, à l'arrêt de la crime de guerre qui est en train de prendre place, perpétrée par l'armée israélienne. Mais au moins, et le plus important, c'est de montrer une vision unifiée de la part de tous les pays arabes en ce qui concerne leur support pour la cause palestinienne, l'arrêt et le cessez-le-feu en première instance et reprendre des négociations de paix à n'importe quel niveau pour stabiliser la situation d'une manière totale. Alors ça, c'est le plus important actuellement parce que la machine de guerre israélienne n'arrête à aucun point jusqu'à maintenant. On n'a pas vu d'arrêt, au contraire, on a vu des escalations
que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, ou même avec d'autres pays arabes. On vient juste d'assister à une agression contre le sud du Liban. Alors, la question, c'est qu'Israël n'arrête à n'importe quel point, et cela est dû d'une manière, on doit le préciser d'une manière très claire, à cause du support et du soutien des pays amis à Israël, tels que les États-Unis et la majorité des pays de l'Union européenne. Alors là, c'est un point à clarifier parce que à un certain moment, tout cela va s'arrêter et on doit reprendre le dossier de la paix au Moyen-Orient qui est dû à le support américain en première instance inconditionnel pour Israël. Et cela doit arrêter et cela doit être la vision arabe exprimée pour le monde en sa totalité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu en marge du 33e sommet de la Ligue arabe, a tenu des rencontres bilatérales avec des hauts responsables et des leaders arabes afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération et les mécanismes de coordination conjointe. Veuillez nous jeter, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, veuillez nous jeter la lumière sur ces rencontres. Bon, premièrement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a eu plusieurs rencontres avec ses homologues, chefs d'État arabes, pour mettre les points sur les efforts égyptiens de la réconciliation et de la médiation entre Israël d'un côté et certainement les forces de résistance palestiniennes. Il était très important de, encore une fois, montrer au monde arabe la responsabilité que l'Égypte assume, notamment que Israël est en train de mentir à plusieurs reprises en ce qui concerne le rôle égyptien. Dernièrement, on a entendu Israël parler que c'est l'Égypte qui est en train d'empêcher l'aide humanitaire à entrer à Gaza et que c'est à l'Égypte, malgré que l'Égypte, depuis le premier moment de cette guerre, et elle a marqué sa préparation d'aider, ça doit être lié à un effort pour apaiser la situation et d'échange aussi de prisonniers avec l'aide humanitaire qui peut entrer. Ce qui montre que l'Égypte a toujours été impliquée en ce qui concerne l'aide du peuple palestinien, que ce soit après le 7 octobre ou même avant le 7 octobre. D'autres instances, n'oublions pas que l'Égypte maintenant a commencé à prendre, étant donné que Israël n'entend pas la voix de la raison, l'Égypte a été forcée de clarifier sa position vis-à-vis le génocide qui prend place actuellement à Gaza en soutenant l'Afrique du Sud dans son cas devant l'ICJ, la Cour internationale de justice. Oui. Cela dit, et malgré que cela nous met dans une situation de confrontation avec Israël, mais il était important de marquer la position d'Israël vis-à-vis l'agression israélienne contre les Palestiniens, qu'on qualifie cela en tant qu'État officiellement que c'est un génocide qui est en train de prendre place, perpétré par les Israéliens et perpétré par les colonistes des forces armées. Alors, cela est très important, cela va aussi donner le pouvoir à l'Égypte à pouvoir aussi présenter des documents qui peuvent aider à aboutir à une résolution et un juridique final en ce qui concerne la position israélienne vis-à-vis ce qui se passe, notamment qu'avec le support dont je viens de parler, que une grande majorité des pays occidentaux ne voient pas que ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est un génocide. Le représentant de la Maison-Blanche l'a souligné à plusieurs reprises que les États-Unis ne voient pas que les actes israéliens sont des actes de génocide, malgré la vision commune de la communauté internationale que ce qui est en train d'être fait, c'est un crime de guerre complet. Ouais. Alors là, on doit marquer que ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est l'histoire
qui est en train d'écrire exactement ce qui se passe. Et c'est très important que chacun des pays assume sa responsabilité, que ce soit de la région du Moyen-Orient, et c'est ce qu'on a vu avec le sommet de la Ligue arabe, avec une vision unifiée de tous les pays arabes, ou bien que ce soit la communauté internationale. Il est le tour de chaque pays de marquer sa position vis-à-vis de ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Oui, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, on voit que plusieurs pays européens ou on peut dire occidentaux, on voit que cette communauté internationale rejette les actes israéliens qualifiés par plusieurs d'entre eux comme génocide pour les Palestiniens et en même temps ces pays ou cette communauté internationale, elle est en train de fournir Israël d'armes et de munitions. Alors, comment voyez-vous ce paradoxe? Ce paradoxe est clair. Les raisons des paradoxes sont claires. Premièrement, on a des administrations qui sont les mêmes administrations qui étaient en place il y a 8 ou 9 mois, juste avant le 7 octobre. Et ces administrations, toujours ont gardé un concept dans leur doctrine, c'est qu'Israël a toujours le droit de se défendre contre les pays arabes ou les ennemis de la région du Moyen-Orient. Et du coup, est toujours le support inconditionnel d'Israël pour se défendre. Mais juste devant ça, il y a une nouvelle opinion publique qui est en train d'être formulée actuellement. Cette opinion publique résine sur 2 axes bien clairs. Premièrement, que les sources d'information ne sont plus les sources d'information traditionnelles et du coup, le public peut voir l'autre côté de l'histoire, peut voir en temps réel les actes de génocide, les crimes de guerre qui sont perpétrés contre le peuple palestinien. Et deuxièmement, les jeunes qui ont pris en position leur propre sort en décidant comment eux, ils sont en train de juger, que ce soit les Palestiniens ou l'État hébreu. Ces deux axes, comme je viens de le préciser, formulent une nouvelle une opinion publique qui aide à changer la situation, mais en même temps, les administrations sont toujours bloquées à la question où ils sont. C'est pour ça que, à cause des contrats déjà signés au préalable, en donnant le droit à ces gouvernements de pouvoir armer Israël tant qu'elle a besoin. D'ailleurs, on a vu juste même aux États-Unis le président Biden qui donne des ordres à libérer 26 milliards de dollars en armes pour les Israéliens, et en même temps, il bloque une toute petite partie, ce qu'on appelle les bombes stupides. Parce que ces bombes peuvent détruire beaucoup plus dans les populations civiles que dans les populations armées ou bien la résistance palestinienne. C'est pour ça qu'il a arrêté ça. Alors, du même coup, il donne 26 milliards de dollars et il arrête c'est quelque chose de marginal, mais quand même, il essaye toujours de montrer qu'il y a une divergence de point de vue. Et je pense que cette divergence va continuer à s'élargir entre la position des gouvernements et les actes de ces gouvernements. Parce qu'à un certain moment donné, les gouvernements, les administrations occidentales doivent entendre la voix de l'opinion publique de leur propre peuple. Et les peuples ont changé. Malheureusement, sur le court terme, on va pas voir un grand changement, mais je pense en moyen et long terme, cela va sûrement changer parce qu'il y a un respect pour les opinions publiques dans ces pays-là. Ils doivent assurer que leur politique internationale et multilatérale va à la même longueur d'onde avec l'opinion publique de leur peuple. Mais cela va prendre un moment quand même pour le moment. Je vous remercie infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères pour les Affaires extérieures. Merci pour cet entretien.
Mesdames et messieurs, enchaînons avec la Cour internationale de justice CIJ qui a tenu une troisième série d'audiences vendredi sur les mesures d'urgence demandées par l'Afrique du Sud concernant le conflit entre Israël et Gaza. Israël a déclaré devant la CIJ que la requête de l'Afrique du Sud ridiculise l'accusation odieuse de génocide. Cependant, les représentants sud-africains ont critiqué le manque d'engagement sur les faits lors des audiences, affirmant que leurs arguments n'ont pas été refutés de manière suffisante. Un commentaire de Dalia Karam. L'Afrique du Sud a plaidé pour un arrêt des opérations militaires israéliennes à Gaza, qualifiant la situation dans l'enclave assiégée de nouvelle et horrible. Les juges de la CIJ sont appelés à prendre en compte les graves conséquences humanitaires de ce conflit et à ordonner un cessez-le-feu pour protéger les civils. Malgré la défense d'Israël affirmant avoir pris des mesures pour gérer la complexité de la situation, les avocats sud-africains insistent sur la nécessité de mettre fin aux hostilités qui menacent la survie des Palestiniens de Gaza. Il rappelle également que la CIJ a déjà souligné le risque imminent pour la population palestinienne dans cette région. La délégation israélienne, bien que réduite, a plaidé sa cause devant la CIJ, invoquant des raisons logistiques pour expliquer l'absence de certains membres de leur équipe. Pourtant, Israël reste sous pression internationale pour mettre fin à ses opérations militaires dans la région. La CIJ, ayant le pouvoir d'ordonner un cessez-le-feu et d'autres mesures, est au cœur de ce débat crucial sur le respect du droit international humanitaire. Les audiences se poursuivent dans un contexte où la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer, mettant en péril la vie de milliers de civils. La communauté internationale attend avec impatience les décisions de la CIJ dans l'espoir de trouver une solution pacifique à ce conflit dévastateur qui a déjà fait de nombreuses victimes parmi la population civile de Gaza. Dans le cœur de la ville animée de Nairobi, au milieu du tumulte du plus grand bidonville informel du Kenya, Kibera, une adolescente de 17 ans défie les attentes en excellant dans un programme de ballet communautaire malgré son incapacité à entendre la musique. Le point. Goreti Akinyi, âgée de 17 ans, la seule élève sourde de sa classe de ballet, a su maîtriser les chorégraphies en imitant attentivement son professeur et ses camarades de classe. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, c'est là que j'ai rejoint le projet. J'étais la seule fille sourde, mais Mike, le fondateur du projet, était tellement disposé à m'aider et je me souviens qu'il se demandait comment je ferais maintenant parce que je suis sourde et il s'agit de danse. J'ai donc dû imiter ce que font les entendants car je ne peux ni entendre ni parler, explique-t-elle. Dans un programme où le son est essentiel, la décision d'Akinyi a été accueillie avec incrédulité par ses pairs entendants. Pieds nus et déterminés, Akinyi imite les mouvements gracieux de ses camarades, apportant du rythme dans la danse à chaque pas. Il est difficile de croire qu'elle ne peut pas entendre la musique sur laquelle elle danse. À travers leur amour commun pour la danse, Akinyi s'est liée d'amitié avec ses camarades de classe en ballet. Elle leur a même appris un peu de langue des signes. Akinyi aime ses cours de ballet et n'a pas l'intention de s'arrêter de sitôt. Pour la mère d'Akinyi, voir sa fille danser est une joie. Pour Akinyi, la cinquième née d'une famille de 6 enfants, la surdité n'est pas un obstacle à sa passion pour la danse. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une bonne journée. Au revoir.